Alors bonjour, bienvenue à tous à cette passerelle Aginum depuis la très belle cité numérique en direct et sur le site internet Aginum Bordeaux Métropole et puis en replay et ensuite sur la chaîne YouTube. C'est un peu le point culminant aujourd'hui de cet événement parce qu'après nombreux ateliers, des conférences sur le sujet, nous allons maintenant aborder la question de l'inclusion numérique au prisme de l'action publique et de la politique publique. Et d'ailleurs, cette table ronde s'intitule Pour l'inclusion numérique, quelle politique publique? À mes côtés sur ce plateau, à ma gauche, Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole. Bonjour, bienvenue. Christophe Noël Dupeyrat à ma droite, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, mais aussi le secrétaire d'État au numérique en vidéo qui a souhaité enregistrer un message pour cette table ronde et qui sera diffusé pendant notre échange. Tout comme d'ailleurs celui de l'adjointe au numérique de la mairesse de Barcelone qui a également souhaité contribuer à nos échanges et à cette réflexion sous la forme d'une vidéo particulièrement inspirante. Nous avons également deux actrices de terrain sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sarah Giléry, qui est conseillère numérique France Service Bordeaux Métropole, et Gaëlle Laruelle, tout à ma droite, qui est la fondatrice de l'atelier Graphite. Nous allons maintenant enchaîner avec la vidéo du secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Il a donc souhaité enregistrer un message tout particulièrement pour Aginum et pour cette table ronde. On écoute Cédrico. Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux d'avoir l'occasion, lors de cette rentrée, d'intervenir auprès de vous pour cet événement Aginum sur l'inclusion numérique, parce que c'est un sujet extrêmement important pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est que les choses avancent, notamment dans le domaine du recrutement et du déploiement sur le terrain des fameux conseillers numériques qui doivent nous aider à faire un pas décisif dans la lutte contre l'illectronisme. Il y a aujourd'hui près de 3500 postes qui sont ouverts en recrutement, 79 dans le département de la Gironde. Et je crois que le département de la Gironde, qui est historiquement un département, une métropole qui est en avance et qui est précurseur sur l'inclusion numérique, puisque c'est dans cette région, dans cette partie de la France qu'on a vu émerger l'échec numérique, puisque nous avons le hub Ubique qui est extrêmement actif sur le sujet. Eh bien, il y a déjà une conseillère numérique qui est déjà en fonction dans votre département. Alors c'est extrêmement important puisque, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, on le voit, la révolution numérique, la transformation des usages, la transformation du quotidien ouvre énormément d'opportunités pour l'ensemble des citoyens, mais est assez excluant pour une partie de nos concitoyens. Et il y a le risque, après la pandémie, après le confinement, après l'explosion de l'utilisation de ces outils numériques, que nous laissions une partie de nos concitoyens sur le bord du chemin. Et c'est ce que tout le monde refuse. C'est pour cela qu'il est absolument indispensable de faire en sorte que nous puissions apprendre à chaque Française, à chaque Français à se servir de ces outils du quotidien, à comprendre comment fonctionne le numérique. C'est aussi indispensable si l'on veut lutter contre le fléau, par exemple, des fake news. Et pour cela, il faut faire du numérique un outil du quotidien, un outil de l'utilisation, de la simplification du quotidien. Et il faut aller au contact. Il faut que le numérique ne soit pas désincarné, qu'il soit la base d'une relation humaine. Et si le numérique est entouré de cette approche humaine, alors il peut donner son plein potentiel. La philosophie qu'il y a derrière l'ensemble de la stratégie nationale pour l'inclusion numérique qui est déployée depuis plusieurs années par le gouvernement, avec les acteurs de terrain, avec les collectivités territoriales, c'est ce qui a présidé à cette décision de déployer des conseillers numériques partout sur le territoire, car nous avons, dans ces périodes de grande transition, ce risque et cette volonté qui est de ne pas laisser une partie de nos concitoyens sur le terrain. Cela nécessite un engagement absolument décisif et indispensable des acteurs locaux, notamment dans le cadre de Numérique en commun, qui vise partout en France, en Gironde évidemment, à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de la transition numérique, la société civile, les entreprises, les associations, les tiers-lieux, les collectivités territoriales, aux côtés de l'État pour que tous ensemble nous puissions réussir ce défi de la transition numérique. C'est ce qui est au cœur de votre événement Aginum. Je n'ai pas pu pour cette édition être là physiquement
Donc je vous souhaite une très belle journée, une très belle rentrée également. Et on va continuer à tout mettre en œuvre pour que l'inclusion numérique progresse en France et en Gironde en particulier. Alain Ziani, pour nous qui suivons ces sujets, mais aussi pour le grand public, je crois que votre micro est ouvert, on constate qu'il y a à la fois une vraie prise de conscience de ces problèmes d'inclusion numérique et en même temps un engagement massif de l'État. Hier, on a eu ici même une passerelle où on a pu évoquer avec des experts à la fois des retours d'expérience, mais également leur vision sur l'avenir et sur les grands enjeux. Quelle est, vous, votre vision sur ces problématiques-là, sachant que je crois qu'on peut s'entendre à dire que ce n'est pas de façon magique l'arrivée d'une génération habituée aux usages numériques qui va résoudre le problème? Oui, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir organisé cette rencontre qui me paraît effectivement importante. Le secrétaire d'État vient de le souligner et je pense qu'il a profondément raison d'insister sur l'importance. Pourquoi c'est important? Parce que nous savons qu'il y a toute une partie de notre population, entre 20 et 25%, qui sont aujourd'hui des exclus du numérique. Et aujourd'hui, être exclu du numérique, ça veut dire être exclu des démarches administratives parfois, être exclu aussi simplement de rencontres, être exclu de la culture. En fait, être exclu d'une façon nouvelle de la société. Il y a une nouvelle aujourd'hui, un nouveau quart monde qui peut se développer aujourd'hui avec le numérique en France et bien entendu encore davantage dans le monde. Donc c'est une question très importante sur laquelle la métropole travaille beaucoup. Je voudrais remercier Delphine Jamet qui s'y emploie beaucoup. Je voudrais remercier évidemment tous les services de la métropole, Clément Rossignol également qui nous accueille. C'est une question majeure pour nous avec donc ce constat. Ce constat, vers quoi il doit nous infléchir? Il doit nous infléchir peut-être à être, comme toujours, vous savez, il n'y a pas de grand mystère, être dans la proximité. Si on regarde les choses de très haut et de très loin, on se trompe. Voilà. On fait de belles choses, mais c'est des choses qui ne servent pas à grand-chose. Et d'ailleurs, il y a presque un paradoxe, hein, et permettez-moi de le souligner, c'est presque cette expression d'inclusion numérique. Au fond, pour moi, elle exclut. Si vous dites demain à votre boulanger, si vous dites demain à une personne que vous rentrez dans la rue, je suis en train de lutter contre l'inclusion numérique, il va vous regarder avec des gros yeux, il va dire mais il vient de quelle planète celui-là quoi, pour nous parler d'inclusion numérique. L'inclusion numérique, c'est un vocabulaire entre nous. C'est pas un vocabulaire de la société elle-même, du plus grand nombre. C'est un paradoxe. On veut lutter contre l'inclusion numérique et en fait on a une terminologie qui au fond exclut déjà beaucoup de choses, même s'il faut souvent avoir un vocabulaire technique, mais je pense qu'il faut qu'on soit très, très attentif. Donc il faut aujourd'hui développer des services, et notamment, moi je le vois dans les communes, les 28 communes de la métropole, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, pour inscrire son enfant à la cantine, pour s'inscrire soi-même à des clubs de sport, eh bien, il faut évidemment passer par Internet. Tout le monde se sert d'un téléphone, ou presque. Beaucoup moins de gens se servent d'Internet. Il y a quand même une petite différence là, et notamment dès l'instant que ça devient complexe pour arriver à rentrer sur des systèmes et arriver. Et on le voit, il faut accompagner, et c'est tout l'intérêt des conseillers numériques d'ailleurs qui vont faciliter un peu la tâche de nos habitants. Mais je crois que l'inclusion numérique, c'est mettre nos habitants au cœur du système et pas nous-mêmes. Et donc ça veut dire aussi une petite révolution intellectuelle pour nous. Des clichés aussi, parce qu'on se rend compte que c'est loin d'être uniquement les personnes âgées qui sont en difficulté. On a pu l'évoquer là aussi hier, sur toute une partie de la population un peu invisible et pas que des personnes que l'on pourrait penser éloignées. Et comme il y a un analphabétisme qui continue d'exister, il y a encore des analphabètes dans notre pays, évidemment en matière numérique, c'est puissance 10, quoi. Et donc ça, il faut qu'on le voit. Je ne sais pas si je peux vous citer quelques exemples quand même de ce que nous faisons maintenant. On essaie de combattre d'une façon très précise. D'abord, on a un observatoire de la fragilité numérique. Je pense que il faut qu'on arrive à connaître la démographie des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans les procédés, dans la culture numérique. Ça, c'est très important. Mais par exemple, on a discuté pendant tout le dernier mandat à la métropole de la mutualisation. C'est comment arriver avec moins de moyens ou aussi des moyens aussi importants à faire mieux. Bon.
La mutualisation, c'est ça. Mais la mutualisation, c'est pas possible sans le numérique. Voilà. Et donc même, c'est sans doute une des leçons que moi j'ai retirées du dernier mandat, c'est qu'on aurait dû commencer la mutualisation par le numérique. Mutualiser d'abord le numérique entre les communes avant de faire autre chose. Et puis un dernier exemple que je trouve très éloquent, c'est qu'on va avoir une politique de tarification sociale très forte à la métropole. Et comment on y parvient? On y parvient justement en disant à l'usager, voilà, vous allez sur votre téléphone, vous allez sur votre ordinateur, sur votre tablette, c'est quand même le plus souvent un téléphone, et là, vous allez pouvoir mettre en ligne un certain nombre de renseignements qui vont vous rendre éligible aussi à une tarification sociale des transports, et peut-être que vous aurez la gratuité des transports. Ça, c'est très important. Et de l'autre côté, du côté des communes, au lieu de faire peser la charge de travail sur les CCAS, ce qui était le cas jusqu'aujourd'hui, on va leur dire, regardez, il y a des systèmes numériques qui vous permettent sans doute de gérer les candidatures des usagers à la tarification solidaire. Et là, évidemment, les conseillers numériques vont avoir un très grand rôle. Merci. Vision peut-être un peu plus macro et évoquer avec vous un paradoxe. Christophe Noël Dupeyrat, vous représentez donc l'État, vous êtes le secrétaire général de la préfecture, on l'a dit tout à l'heure. On se rend compte que l'ensemble des États européens ont fait la promotion notamment dans le cadre d'un agenda partagé, de la dématérialisation des procédures. On le voit en France, mais ce n'est évidemment pas qu'en France. On imagine bien que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que c'est avec un objectif de plus grand confort de l'utilisateur, mais également de limitation des risques d'erreur, etc. Mais en même temps, le constat de cette fracture numérique, elle est aussi évidemment liée en partie à cette accélération qui n'a pas du tout l'air de vouloir se ralentir. Alors, quelle est votre perception, enfin en l'occurrence la perception de l'État? Est-ce qu'on pourrait assister à une espèce de crise de la croissance, de la transformation numérique en France et en Europe? Je crois que ce qui est très important de souligner d'abord, c'est que avant d'être un facteur ou un risque d'exclusion, le numérique est un facteur d'accessibilité au service public. Un outil qui est formidable. Voilà, on a suffisamment en tête des expériences personnelles d'attente au guichet, de revenir de nombreuses fois à ces guichets. Le numérique permet à un certain nombre de gens, y compris des personnes qui ont des difficultés d'accès personnel au service public. Ça peut être notamment des personnes âgées. Leurs enfants peuvent prendre la main à distance. Ça peut être des personnes qui ont des réticences d'une manière ou d'une autre à pousser la porte de service public. Voilà, le numérique permet tout cela. Néanmoins, il y a effectivement ce risque d'exclusion qui existe, sur laquelle il y a une prise de conscience très forte. De plus en plus de services, et pas seulement de l'administration. Dans tous les domaines de la vie courante, ça passe par le numérique. Et donc, il y a ce risque de laisser des personnes sur le bord du chemin. Je pense que ce qui est très important, c'est qu'on en a conscience. Tous les acteurs relèvent les manches et se mettent en synergie pour agir par rapport à cette problématique, notamment en Gironde. Je le vois et je salue le président Ziani et l'action de la métropole pour œuvrer en la matière en association avec tous les acteurs locaux et notamment avec l'État. En ce qui concerne l'État, on a mis en place dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, un certain nombre de moyens financiers nouveaux pour accompagner des associations de proximité pour être sur le terrain et accompagner ces personnes et lutter contre cette difficulté, parce que comme vous l'indiquez, effectivement, il y a une crise de croissance, il y a une accélération, et donc il y a un enjeu qui est de plus en plus fort devant nous. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, un ordre d'idée, sur 4 millions d'euros d'un appel à projet en Nouvelle-Aquitaine en matière de lutte contre la pauvreté, il y a un tiers qui a été dédié à cette thématique du numérique. Donc voilà, on a parfois du mal à faire des choix en France, parfois du mal à faire des choix un peu tranchés. Là, concrètement, on voit bien que c'est une priorité dans l'action publique et ça permet notamment de financer des projets importants, notamment le projet Aladdin qui se décline sur le territoire et qui permet d'aller vers de l'ordre de 500 personnes très fragiles, défavorisées, pour aller vers, avec Emails Connect, avec également votre structure, je crois, l'atelier Graphite, voilà, d'être en mesure de répondre à leurs besoins.
Merci. Alain Anziani, on l'a dit depuis le début de cette table ronde, qu'il y a un constat partagé et une urgence. On a même parlé de nouvelles questions sociales. La mobilisation, elle est très importante, notamment au plan local, avec les conseillers numériques qui sont recrutés par les mairies et par Bordeaux Métropole, donc avec l'appui de l'État. Quelle est l'action de Bordeaux Métropole pour favoriser l'inclusion numérique pour tous ? J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Hein. D'abord, connaître. Donc, un observateur de la fragilité numérique, c'est quand même essentiel. Ensuite, après, financer. Financer, ça veut dire qu'on va passer d'un budget de 135 000 € pour lutter contre l'exclusion à un budget de 400 000 €. Donc, on va multiplier par 3 entre 2020 et 2021 les sommes consacrées à la lutte contre l'exclusion numérique. Et puis ensuite, après, différents services, j'en ai parlé. Moi, il y en a un qui me tient à cœur, évidemment, c'était celui de la tarification sociale. Je pense que là aussi, il faut que le numérique soit à la fois un facilitateur et en même temps un économisateur, si vous me permettez. C'est-à-dire que faciliter l'accès des usagers là, et pour les administrations aussi, il faut que ce soit un moyen, sans doute, d'avoir une charge moins lourde à gérer. Et si on arrive à la fois à rendre plus facile et en même temps à rendre plus lourde, on aura fait vraiment un grand progrès, même, j'oserais le dire, à la démocratie, quoi. Aujourd'hui, on a un vrai problème de démocratie. On parlait tout à l'heure d'analphabétisme, mais il y a un analphabétisme numérique qui est très fort, très très fort, et qui a remplacé ce que nous connaissions avant. C'était avant, il y avait le service militaire où les gens apprenaient à lire, etc. Bien, aujourd'hui, il faut trouver de nouvelles formes, pas le service militaire, mais de nouvelles formes pour faciliter l'accès au numérique rapidement. Et ce qui m'inquiète le plus, au fond, c'est cette rupture philosophique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que tout le monde a basculé dans la culture numérique simplement parce qu'on va sur Facebook, parce qu'on va sur Twitter, parce qu'on va sur d'autres réseaux. Et ça, c'est une culture de la consommation, quoi. Et ce qu'il faut, c'est qu'on passe à une culture de l'action aussi. Et donc, on fait en sorte que tout le monde devienne des acteurs du numérique et pas simplement des consommateurs. C'était ce que disait hier en clôture de la passerelle. L'idée qu'en fait, on prend peut-être des fois par le petit bout de la lorgnette en se disant oui, on va aider pour les usages, mais qu'en fait, au-dessus, si on comprend les grands enjeux du numérique, ça aide aussi à pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'il faut aller sur tel type d'interface ou appuyer sur tel bouton. Et donc, que cet électronisme est un vrai enjeu de démocratie. Christophe Noël Dupeyrat, peut-être de façon concrète, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots les conseillers numériques fraîchement recrutés, qu'est-ce que c'est que ce dispositif et qu'est-ce que vous en attendez ? Alors effectivement, c'est un nouveau dispositif. Le secrétaire d'État, Cédric O, en a parlé brièvement. Il y en aura effectivement 79 pour la Gironde. D'abord, c'est une grande satisfaction de voir qu'on a des moyens financiers nouveaux pour être en mesure d'accompagner les acteurs locaux, les collectivités et les associations dans le cadre du plan de relance pour pouvoir mettre en place ces dispositifs. Une satisfaction aussi de voir qu'il y a eu un vrai engouement en Gironde pour accueillir des conseillers numériques. On a eu plus de demandes que d'offres. J'ai été amené à faire un certain nombre de choix dans l'allocation de ces moyens qui ont été guidés par des priorités territoriales autour des quartiers politiques de la ville. On a eu l'occasion d'échanger sur ce sujet avec Alain Anziani. Donc sur la métropole, d'un diagnostic bien affûté. Tout à fait, ouais, d'être vraiment au plus près du terrain et des besoins. Quartiers politiques de la ville d'une part et puis territoires ruraux d'autre part aussi, puisque la Gironde il y a une métropole qui est importante en Gironde, mais il y a aussi des territoires très ruraux auxquels il faut être très attentif. J'étais la semaine dernière et je vois ici la personne qui m'a accueilli de l'association Défi à Lormont qui recrute un conseiller numérique dans les quartiers. Et donc j'ai pu me rendre compte effectivement et échanger avec les personnes qui sont au cœur de ces quartiers sur l'intérêt, l'attrait de cet outil nouveau. Et ce n'est pas pour faire à la place des gens, c'est pour les rendre autonomes, les rendre en capacité de faire eux-mêmes les démarches, aussi de les sensibiliser aux enjeux et aux risques de l'Internet, avoir un regard critique sur ce sujet, et puis les sensibiliser aux différents usages possibles. C'est un défi qui n'est pas facile à relever, hein, notamment pour les conseillers numériques. Ce seront souvent des jeunes qui vont commencer. Ils auront besoin d'un accompagnement et le fait
avec Bordeaux Métropole et décider de structurer cela à l'échelle de la métropole, je pense que ce sera quelque chose d'important pour les accompagner. C'est un défi parce que il faut arriver à être attractif et les personnes à qui on va parler, ils n'ont pas forcément envie de se former au numérique. Tout ça, c'est très loin de leur univers. Ils n'ont pas forcément l'accès aux outils. C'est aussi un des enjeux, c'est de leur permettre d'avoir accès aux outils derrière assez rapidement pour que tout ça soit utile. Et donc voilà, il y a toute une chaîne à construire. C'est pas juste mettre quelqu'un dans un bureau pour faire une petite formation. Oui, et un sentiment de déclassement qui fait que l'on peut ne pas avoir envie de rentrer dans les apprentissages de façon très fluide. Je vous propose d'élargir un peu la focale et d'aller du côté de Barcelone, qui est une des villes pionnières sur une politique digitale ambitieuse qui permet de combiner à la fois des innovations technologiques et un engagement citoyen. Et on peut même dire que la ville œuvre pour un humanisme technologique. Laïa Bonet est adjointe à la mairie de Barcelone. Elle est en charge de l'agenda 2030 de la transition digitale et des relations internationales. Et elle nous explique pour Aginum la vision de Barcelone ainsi que les modalités de mise en œuvre. En fait, si on parle de priorité, il faudrait dire que Barcelone est depuis longtemps une référence en matière de politique Smart City. En fait, depuis 2011, comme vous le savez, nous accueillons le congrès mondial Smart City Expo World Congress. Et pendant beaucoup de temps, être une ville intelligente signifiait déployer des technologies partout dans la ville. Des capteurs, radars, automatisation des processus, collecte de toutes sortes de données. Pendant des années, il semblait que la ville était au service de la technologie plutôt que l'inverse. Mais à un certain moment, il y a déjà 5-6 ans, nous avons commencé à nous demander pourquoi nous avions besoin de certaines de ces solutions technologiques. À qui appartenaient les données qu'elles produisaient? Comment elles allaient bénéficier aux citoyens? Et alors, nous nous sommes rendus compte du fait que trop souvent, nous avions laissé la technologie diriger le développement de la ville plutôt que de mettre la numérisation au service du progrès social. Celle-ci est précisément notre première priorité maintenant. Renforcer cette situation et mettre en œuvre ce que nous appelons l'humanisme technologique, c'est-à-dire déployer une technologie axée sur l'humain, qui soit éthique et respectueuse des droits humains. Pour cela, nous agissons aujourd'hui sur 3 fronts. Tout d'abord, l'inclusion numérique, parce que si les technologies numériques et en particulier à l'Internet définissent notre accès à des droits tels que l'accès à l'éducation, un travail décent ou aux services sociaux, comme nous l'avons vu pendant la pandémie, alors nous devons faire en sorte que tout le monde puisse accéder de manière équitable. Nous agissons donc très fortement pour lutter contre la fracture numérique dans ces 3 dimensions, connectivité, dispositifs et compétences. Deuxièmement, nous travaillons également au déploiement d'un modèle éthique d'intelligence artificielle. Nous avons défini à Barcelone la première stratégie municipale pour un modèle d'intelligence artificielle éthique et fondée sur les droits. L'idée c'est qu'avant de commencer à déployer systématiquement ce type de technologie dans les services municipaux, nous disposions de la structure et de la réglementation adéquate pour nous assurer qu'elle n'amplifie pas les inégalités. Et finalement, nous travaillons sur la protection des droits numériques et la prise de conscience des citoyens sur cette question. Et pour cela, nous travaillons avec des organisations sociales ayant des projets sur les droits numériques. Nous avons également mis en place des espaces citoyens pour travailler avec les institutions de recherche, les associations et le secteur privé afin de trouver des solutions communes à ces défis. D'abord, nous avons mis en œuvre un plan d'urgence, d'émergence, pour faire face aux questions les plus urgentes. Accès des enfants à l'éducation, accès de tous les citoyens aux aides publiques et les processus administratifs online, etc.
Nous avons distribué des portables et des tablettes aux étudiants qui n'en avaient pas. Nous avons également renforcé le réseau municipal d'équipement numérique des quartiers, les Fab Labs que je viens de mentionner, où les habitants peuvent accéder à des programmes de formation numérique. Et finalement, on a mis à la disposition des bureaux municipaux des quartiers défavorisés des formateurs chargés d'enseigner aux habitants des compétences numériques telles que l'accès aux procédures municipales en ligne et l'utilisation des logiciels de vidéoconférence et de la messagerie électronique. En fait, ce service que nous appelons agent numérique a été si utilisé que nous venons d'annoncer maintenant la consolidation d'une équipe de 11 formateurs pour l'année prochaine. La deuxième chose que nous devions faire était de mesurer la dimension de la fracture numérique. La leçon, je pense, est très claire et cette étude nous montre une image qu'on n'aime pas, qui est que si la transformation numérique ne va pas de pair avec des programmes d'inclusion numérique, elle entraînera une aggravation des inégalités urbaines. La troisième chose que nous avons fait, c'est de planifier des politiques à long terme qui apportent une réponse structurelle à cette nouvelle forme d'exclusion urbaine. Et à cet effet, le mois dernier, nous avons présenté un programme pionnier pour aborder la fracture numérique de manière globale. Nous allons lancer un projet pilote d'1 an dans l'un des quartiers de la ville où les revenus sont les plus faibles et 450 familles vont y participer. Nous allons les fournir avec une connexion Internet de qualité, gratuite, et des ordinateurs portables. Et en même temps, un formateur numérique les aidera dans toutes les activités liées au numérique, de la rédaction d'un CV à l'envoi d'un email, la préparation d'une présentation pour l'école ou la demande online des aides à la location, par exemple. Le président de Bordeaux Métropole se sent aligné avec les préoccupations de la mairesse de Barcelone. Totalement. Bien sûr, on se retrouve, on partage tous les mêmes questions et souvent les mêmes réponses. Ce que je viens d'entendre m'incite à dire peut-être quels sont les obstacles. J'en vois au moins 3. D'abord, il y a un obstacle géographique, territorial. Ne faisons pas comme si le numérique était à la portée de tout le monde. Vous allez dans certains endroits, en milieu rural, vous n'avez pas de numérique. Vous ne pouvez pas accéder. Je connais même des endroits ici en Gironde où vous ne pouvez pas accéder à un téléphone mobile. Ça existe encore. Hein. Donc évidemment, Internet, le numérique, c'est encore plus éloigné. Donc il y a encore toujours aujourd'hui un obstacle territorial. Le deuxième obstacle, c'était tout à l'heure ce que la personne indiquait, c'est qu'il y a un obstacle matériel, financier. Le numérique, c'est bien, mais il faut les outils. Et donc, il faut avoir les moyens d'acquérir une tablette, un ordinateur, et ça, c'est pas évident. Et on le voit bien que là, il y a un effort des collectivités publiques, pas forcément de la métropole uniquement. Par exemple, sur le cartable, est-ce qu'on préfère un cartable physique ou est-ce qu'on préfère un cartable numérique? On voit bien les avantages et les inconvénients. Mais ça, c'est le rôle du service public, sans doute, d'arriver à fournir ces outils. Puis le troisième obstacle, c'est un obstacle mental. Il y a quand même beaucoup de gens qui disent « je n'y arriverai pas, je n'y arriverai jamais ». On le voit par exemple avec Doctolib. C'est quand même Doctolib, sans doute beaucoup d'entre nous en servons. Mais je connais des gens qui jamais n'iront sur Doctolib parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup trop compliqué de faire 3 clics dessus de suite. Et donc ça, il y a un obstacle mental qu'il faut qu'on arrive à vaincre. Et ça, on ne pourra pas le vaincre sans accompagnement. Donc on retrouve toutes les grandes questions de la République. La République, c'est l'égalité, c'est évidemment aussi la liberté bien sûr, mais aussi une certaine fraternité. C'est-à-dire accompagner les gens aujourd'hui pour qu'il puisse y avoir l'égalité devant le numérique. Et alors précisément, cet accompagnement, vous appelez, vous, à ce que ça soit finalement l'affaire de tous.
en dépit du fait que la collectivité est engagée, que l'État est engagé et qu'il n'a probablement jamais été aussi engagé. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui se passe en termes de mobilisation. Vous dites, nous n'y arriverons pas. Dans votre tribune dans Sud-Ouest, hier, vous parliez de ce quart-monde numérique. Vous disiez, c'est l'affaire de tous. Vous appelez à une action collective. Il y a même une campagne qui a été lancée. Vous avez souhaité que sur le plateau, on invite à la fois une jeune conseillère numérique et un particulier. Alors, vous pensez que dans un pays que l'on taxe régulièrement d'individualiste, cette mobilisation de tout un chacun, des voisins, des pères, des amis, elle est possible, elle est souhaitable et que c'est un levier? Soit on est en République, soit on n'est pas. Voilà. Si on est en République, la notion d'égalité est majeure. Et donc on a quelques grands défis. On a le défi climatique, bien entendu, à relever. On a le défi économique, parce que si on veut créer des emplois, il faudra bien quand même que demain, on arrive à apporter du développement. Et puis un défi numérique qui est majeur, hein. On l'a dit tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir, mais le défi numérique, c'est la culture, c'est la santé, ça peut être l'amitié, ça peut être les relations avec les autres, c'est évidemment l'éducation. Donc il faut, oui, ça fait partie des nouvelles tâches d'une République nouvelle, je pense, d'un monde nouveau. Sarah Gilleri, vous êtes conseillère numérique à Bordeaux Métropole. Vous avez rejoint, je crois, le mois dernier le tout nouveau dispositif des conseillers numériques mis en place par l'État dans le cadre du volet inclusion numérique du plan France Relance. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est votre parcours et nous dire pourquoi est-ce que vous avez souhaité intégrer ce dispositif? Alors, je vais intégrer en fait le dispositif prochainement, la semaine prochaine. Mon parcours. Vous avez été recruté le mois dernier, c'est ça? Voilà, effectivement. Mon parcours, en fait, il est assez anecdotique. À la base, je suis chargée de communication. Donc j'ai un master en management d'entreprise. Et déjà à l'époque, quand j'ai passé mon master, donc c'est en 2014, donc il y a 7 ans, je m'étais déjà posé la question de la transformation numérique des entreprises. Comment accompagner des salariés en fait à se transformer, à transformer leur travail, à évoluer avec le numérique, puisque déjà c'était une question qui était à l'ordre du jour à ce moment-là. J'ai continué mon parcours et j'ai eu l'occasion, il y a 3 ans, d'intégrer l'association Destination Multimédia en tant qu'animatrice et médiatrice numérique. Et j'ai pu effectivement être confrontée à la réalité du terrain. Alors, pas uniquement auprès des entreprises, mais vraiment auprès des personnes, vous, moi, le voisin, peu importe, enfin tout le monde. Et je me suis rendu compte effectivement que ça concerne tout le monde. J'ai 34 ans, je ne suis pas très âgée, mais en même temps, je commence à avoir un peu d'expérience aussi. Même moi, je me suis pris une claque en me disant, finalement, ça ne concerne vraiment pas que les seniors. C'était une idée qu'on avait et que les jeunes ont beaucoup, hein, parce que c'est beaucoup, j'aide mon grand-père, j'aide ma grand-mère. Et en fait, non, ça concerne vraiment tout le monde, les plus jeunes, les ados, les parents, des personnes qui sont en emploi. Vraiment, tout le monde est concerné par ça. Et effectivement, j'ai intégré le dispositif des conseillers numériques en me disant qu'avec maintenant mon expérience de terrain, je vais aussi pouvoir mieux accompagner les personnes, mieux apporter les réponses et apporter peut-être aussi des solutions à d'autres conseillers numériques qui n'ont pas peut-être encore cette expérience de terrain, justement. Et donc dans les préoccupations qui vont être les vôtres, quand vous imaginez votre mission avec l'expérience que vous avez, vous vous dites que vraiment vous n'allez pas faire un accompagnement qui ne réside que dans je dois me connecter à des sites administratifs. Comment est-ce que vous voyez, on va dire, le scope de votre mission? C'est sur quel champ qu'il va falloir aller? C'est très très large en fait. L'administration, on sait que ça c'est une urgence. Il faut que les personnes puissent accéder aux droits, à leurs droits, puissent trouver des solutions pour finalement avoir les aides dont elles ont besoin et auxquelles elles ont droit. Ça, on sait que c'est une urgence. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'aspect sécurité qui est très important. On sait qu'aujourd'hui, on a tout l'aspect virus, on a l'aspect identité qui est mis à mal, hein, puisqu'on a notre vie qui est étalée sur Internet aujourd'hui. Donc la sécurité est un point important, mais on a aussi des aspects
sujets finalement où on ne se rend pas compte forcément au quotidien, mais moi j'ai déjà été confrontée même à des parents qui sont totalement déstabilisés de même plus suivre la scolarité de leur enfant, parce qu'aujourd'hui c'est en ligne, que les parents ne sont pas à l'aise forcément avec ces outils-là, et du coup ils se sentent complètement déconnectés, et on a en fait des fossés qui se creusent même dans les familles de parents qui ne savent plus accompagner leurs enfants, qui ne savent plus comment les aider. On sent que ça touche tout le monde et à tous les niveaux. On a aussi, effectivement, c'est ce que disait Monsieur Andani, c'est l'outil. On n'a pas les outils. On a vu avec la crise sanitaire des familles en recherche d'équipements pour pouvoir suivre les visios, pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir finalement continuer à vivre avec une France qui s'est arrêtée, même une planète qui presque s'est arrêtée de vivre à un moment donné. Donc il a fallu quand même, il faut quand même prendre tout ça en compte et accompagner, comprendre, aider et soutenir, et pas que sur l'administration. Ça touche beaucoup plus de choses. Et sur la question qu'on a abordée juste avant, à savoir l'affaire de tous, pour avoir votre avis aussi sur ça, parce que vous n'allez pas pouvoir aider tout le monde et au quotidien. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il faut qu'il puisse y avoir des relais parmi les amis, parmi les pairs, parmi les collègues? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Oui, parce qu'en fait, si on prend un peu de recul sur la situation, on est l'aidant de tout le monde, on est l'aidant de quelqu'un. On peut être l'aidant d'un enfant, on peut être l'aidant d'un parent, on peut être l'aidant d'un voisin, on peut être l'aidant d'un inconnu dans la rue. On est l'aidant de quelqu'un à un moment donné de notre vie. Après, bien sûr, il y a des niveaux plus ou moins importants. On peut être l'aidant pour j'ai besoin de savoir mettre ma carte SIM dans mon nouveau téléphone. Là, ça va être un peu ponctuel. On a l'aidant qui va devoir faire les démarches pour quelqu'un, les démarches impôts, les démarches CAF, les démarches de placement d'une personne en EHPAD aussi. C'est des choses qui peuvent être très lourdes. Et il y a la responsabilité qui est derrière. À quel moment j'engage ma responsabilité? Comment je vais pouvoir aider sans faire de bêtises, alors que moi-même, je ne suis pas forcément à l'aise pour faire mes propres démarches, finalement. Donc, effectivement, on est tous l'aidant de quelqu'un, et il faut qu'on puisse accompagner tout le monde à pouvoir aider, mais aider de la bonne façon. Et si on ne peut pas aider, il faut aussi dire aux personnes, vous avez le droit de ne pas savoir aider. Et il y a des personnes sur le terrain qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous-même vous aider pour qu'ensuite vous soyez plus à l'aise pour aider les autres. Donc, c'est là où, effectivement, il y a un gros travail aussi sur le terrain pour les conseillers numériques. Je vous laisse évidemment réagir à n'importe quel moment hein, si vous le souhaitez. Moi, je continue à poser mes questions, mais vous pouvez évidemment pouvoir rebondir. Et au vu de votre expérience, quels sont, selon vous, qu'est-ce que vous imaginez être les écueils à venir? Votre mission, elle a des difficultés que vous pouvez entrevoir? Oui, il y a des difficultés. Déjà, il y a la difficulté de se dire qu'il y a des personnes qu'on a du mal à aller chercher et qu'on a du mal à capter parce qu'ils ne se sentent pas forcément dans la fracture numérique. Ils ont d'autres urgences finalement au quotidien. Le numérique, ça reste quelque chose d'assez loin pour eux. Il y a des personnes, moi j'ai pu rencontrer, leur urgence c'est d'avoir un toit sur la tête. Aujourd'hui, ils vivent dans leur voiture. Alors clairement, la question numérique, ça viendra plus tard, mais pour l'instant, ils ont besoin qu'on les aide à faire leurs démarches. Il y a aussi les personnes qui ne veulent pas, qui sont réfractaires, qui ont au fond d'elles en fait cette crainte de se lancer ou cette non-envie de se lancer. On n'est pas tous à l'aise avec le numérique, on n'a pas tous envie d'être sur le numérique. Chacun fait les choses à sa façon, à son niveau. Là où il va y avoir des difficultés, c'est aussi de penser que parce qu'on a montré une fois, la personne sait faire. Ou parce qu'on a montré une fois, elle va pouvoir le refaire à la maison. Elle n'a peut-être pas l'équipement. Elle a peut-être su faire sur le moment, mais c'est pas forcément évident une fois qu'on est lâché de faire tout seul et de se dire ça y est, je suis à l'aise. Il va y avoir aussi un travail de confiance, de dire à la personne d'accord, vous avez besoin d'aide, on est là. Vous pouvez revenir quand vous avez besoin, vous pouvez nous solliciter quand vous avez besoin. Il faut qu'on les mette en confiance. On le voit bien aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, mais la crise sanitaire aura mis en évidence beaucoup de choses, et notamment qu'en plus, quand on oblige les gens à faire des choses, c'est compliqué. Et les obliger à passer au numérique, ça met d'autant plus des freins que si on arrive à les accompagner dans le long terme en leur disant « Très bien, aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts, on est là pour vous aider ». Et quand vous serez prêts, on vous accompagnera d'autant plus, on fera des formations avec vous, on va les mettre en confiance et en plus, ils vont être le relais eux-mêmes des dispositifs mis en place parce qu'ils vont pouvoir en parler justement à leur entourage. Et c'est là où finalement, ils vont devenir aidants aussi un peu à leur tour en disant « Je ne peux pas t'aider forcément sur ta démarche, mais je peux t'aider à trouver les réponses à tes questions à un moment donné ».
Et te diriger vers les bons interlocuteurs. Exactement. Et la boucle est bouclée. Gaëlle Laruelle, vous êtes donc la fondatrice de l'atelier Graphite. Est-ce que vous pouvez vous aussi vous présenter, enfin vous et votre structure? Bonjour, donc je suis écrivain public. C'est un vieux beau métier qui est remis à l'ordre du jour avec le numérique. Et donc nous sommes 4. L'association donc, est une structure d'accès au droit qui est reconnue d'intérêt général, qui a plus de 15 ans maintenant. Et donc nous recevons tous ces publics que certains appellent les invisibles, hein, qui sont dans un état d'urgence sociale souvent très grande et qui n'arrivent pas à faire valoir leurs droits et à exercer leurs devoirs. Ils sont adressés gratuitement donc, dans une de nos 200 permanences annuelles dans un des 20 quartiers que nous essayons de couvrir, tous les quartiers prioritaires. Et ce sont des gens qui n'ont pas la capacité du tout d'accéder au numérique pour les raisons dont vous parliez. Ce sont des gens illettrés, des gens analphabètes, des gens qui ont eu des accidents de vie, des gens très âgés, handicapés ou qui ont perdu l'usage. Alors donc, nous, on ne fait pas d'imprimante 3D, pas de ludique, c'est vraiment de l'accès au droit. C'est pour ça que souvent leurs demandes ont un caractère de très grande urgence. Et donc, on fait à leur place. On est responsable de ce qu'on fait. Bon, ce n'est pas toujours délimité ni facile, mais c'est un risque qu'on prend. Et il a été question de ne pas laisser des gens au bord du chemin. Nous, on est sur le bord du chemin avec eux. Donc, ces personnes qui nous sont adressées le sont par tout le champ social, hein. Nous avons énormément de partenaires. On intervient ponctuellement pour résoudre une difficulté importante. Et pour les gens illettrés qui ont de très grandes difficultés à imaginer même ce qu'est le numérique, on le leur présente comme une langue étrangère qui serait dans un alphabet différent. Alors, on essaie de trouver des façons de leur faire apprivoiser le numérique. Mais on a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas envie du tout. Pour ajouter une ligne de CV tous les ans de quelqu'un qui est intérimaire, il dit à quoi bon? Et pourquoi aussi est-ce qu'on va obliger les gens au numérique alors que, comme tu le disais tout à l'heure, ils ont des soucis bien plus importants que ça? Oui, assumer qu'il y a des gens qui ne pourront, des citoyens qui ne pourront jamais en être. Et que c'est aussi la responsabilité de l'État et de pouvoir accompagner ces personnes-là pour qu'elles puissent, à minima, avoir accès à leurs droits. Une réaction peut-être ? Oui, je pense que c'est important effectivement de le dire pour plein de raisons hein, qui sont voilà, très variées. Il peut y avoir des gens qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas accéder au numérique et il faut respecter leurs raisons. Et être en capacité de leur donner accès aux droits et de leur donner accès aux services publics. C'est un enjeu difficile, notamment sur le territoire, hein, entre les différents services publics locaux, d'être en capacité de continuer à maintenir des guichets ouverts pour ces personnes. Parce qu'il y a de moins en moins de guichets universels ouverts et les guichets universels ouverts qui restent ouverts, et ben, ils ont encore plus de mal à répondre parce que ce n'est pas forcément de leurs compétences et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent toquer à la porte parce qu'ils sont dans ces difficultés-là. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut aussi travailler. C'est un des objets des objectifs de France Service, donc de permettre cet accès au service public un peu universel en accueillant d'autres partenaires au sein d'un lieu unique. Et au-delà, voilà, c'est dans le schéma départemental d'accès aux services publics qu'on travaille avec le département, avec les collectivités. C'est un des éléments qu'il faut prendre en compte aussi. Sans aller sur un diagnostic aussi précis qu'on a pu l'évoquer hier, par exemple, est-ce que de votre perception, d'où vous êtes, quel est votre ressenti vis-à-vis de cette évolution de la société sur cette question de la fracture numérique qu'on évoque depuis 40 minutes? Est-ce que vous avez l'impression que les choses vraiment s'accélèrent? Quelle est votre vision? Alors, nous, on constate que des parents ne peuvent pas demander la bourse de leurs enfants parce que c'est sur Internet, que des gens se retrouvent en situation irrégulière parce qu'ils ne savent pas renouveler leur titre de séjour depuis le site. Et tout à l'heure, M. Anziani, vous parlez du site Doctolib. Notre collègue ici présente s'est transformé en secrétaire médical parce que pour pouvoir accéder à un centre de vaccination, c'était Doctolib. Et pour avoir Doctolib, il faut une adresse mail.
Donc, notre collègue a créé 15 adresses mail avant de prendre sur son Doctolib à elle les rendez-vous pour les personnes. Il était physiquement impossible de rentrer dans un centre de vaccination si on ne montrait pas le rendez-vous Doctolib. Donc, ces gens-là étaient complètement exclus. Et on oublie que le numérique, ce n'est qu'un emballage, c'est une boîte vide. Derrière, il y a des métiers. Les secrétaires médicales n'existent plus. Nous, à l'association, nous sommes juristes ou spécialistes français langue étrangère. On remplit nos missions avec un vrai métier qui rassure les gens. On accomplit les démarches d'accès aux droits en sécurité pour les personnes. Et la notion de numérique fait perdre celle de métier qui est derrière. Par exemple, moi, je suis incapable de faire un montage vidéo. Pourtant, je m'estime incluse dans le numérique. On a tous une fracture quelque part. Une réaction, Alain Anziani, sur ce qui vient d'être dit? Je pense que c'est très important, tout ce qui vient d'être dit à l'instant. Il y a un paradoxe. Il ne faut pas que le numérique exclue. Et ça peut être le cas. Il y a des exemples qui ont été donnés. Moi, j'en ai un autre, par exemple, c'est en matière de propagande électorale. Si vous envoyez toute la propagande électorale par numérique, vous allez avoir un désastre. Il y a plein de gens qui ne vont pas lire. Ça va être dans l'espace, ça va se perdre. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on soit bienveillant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on... Moi, je suis fortement pour le numérique. Je suis fortement pour le numérique. Et c'est ma vie quotidienne, le numérique. Mais en même temps, il faut qu'on comprenne qu'il y a des gens qui n'y accéderont pas, qui ne peuvent pas y accéder parce que matériellement, ils n'ont pas les possibilités, parce que moralement, ils ne veulent pas le souhaiter, parce que finalement, ce n'est pas leur culture, parce qu'il y a des méfiances en disant le numérique aussi, c'est des pièges, etc. Il faut qu'on soit bienveillant. Voilà. Et donc aussi qu'on laisse un espace pour les gens qui ne veulent pas rentrer dans le numérique. Le grand défi que vous évoquiez tout à l'heure, c'était la disparition donc, du métier. Vous venez, Alain Anziani, de pouvoir évoquer également le défi que vous pouvez entrevoir pour les années à venir. Pour terminer cet échange, j'ai envie de vous demander à l'un et à l'autre de pouvoir dire, selon vous, quel serait le grand défi auquel il faut s'atteler pour les années à venir. C'est difficile de dire le grand défi. Je pense que tous ces exemples et les échanges que nous avons eus, même deux, non, je pense qu'on construit en marchant et on se rend compte de tout ce qu'on a laissé de côté et oublié au fur et à mesure. Et voilà, je pense que les témoignages étaient très intéressants de terrain parce que ça montre bien qu'il faut, brique par brique, arriver à construire quelque chose qui soit plus inclusif, qui soit conforme aux valeurs de la République. Donc on a cité un certain nombre de choses, des lieux, des associations, des nouveaux métiers. Il y en a un autre que je pourrais citer aussi, qu'on n'a pas évoqué de manière un peu superficielle, c'est Aidant Connect. C'est-à-dire avoir des professionnels qui fassent ces démarches à la place d'autres, ce que vous faites. Voilà, c'est peut-être à travers ce type de témoignage qu'on a pris cette conscience de cette difficulté-là et qu'on a été jusqu'à inventer ce nouveau dispositif, ce nouveau métier. Et ça n'épuise pas le sujet, on en a encore beaucoup de chemin à faire. Moi, je pense que le mot a été justement dit pour un autre défi qui nous attend, c'est la bienveillance. Beaucoup de bienveillance auprès des personnes qui ne savent pas faire, même celles qui savent faire, pour rencontrer des jeunes qui ont le poids sur les épaules de s'entendre dire « mais vous êtes jeune, vous êtes né avec, vous savez faire ». C'est dur, en fait, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont archi nuls parce qu'ils ne savent pas faire. Et je pense qu'il faut effectivement, je pense que c'est un peu le mot qu'il va falloir mettre un peu au cœur même du dispositif des conseils numériques, c'est la bienveillance, de dire que vous ayez même 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 90 ans, il n'y a pas de souci. Même s'il y a des urgences, même si on sait que vous avez des fois besoin d'aller vite parce qu'il faut accéder à ces droits, parce que on est là pour vous aider, on va vous laisser la possibilité d'apprendre, on va vous laisser la possibilité d'évoluer, d'être accompagné et de montrer que, effectivement, beaucoup de personnes ont ce poids sur les épaules de dire c'est une obligation. On m'oblige à y aller et je ne veux pas y aller. Et à nous de leur dire oui, il y a une obligation parce que la transformation est là, parce que ça évolue très vite, parce qu'il faut se tenir au courant. Mais on est là aussi. On est là aussi justement pour vous laisser un peu plus de temps pour que vous puissiez prendre ce virage plus doucement et que vous ayez moins ce sentiment d'obligation. Oui, vous allez être obligé de faire des démarches, mais on peut le faire ensemble.
Voilà. Et de leur montrer qu'effectivement, il y a de la bienveillance. Ils ont été aussi entendus sur le fait que tout le monde n'est pas né avec le numérique, et même ceux qui sont nés avec à l'ère du numérique ne sont pas obligés d'être à l'aise avec, finalement. C'est une magnifique conclusion. Aginum a fait ses preuves pour cette deuxième édition. C'est un vrai succès. On se retrouve l'an prochain, Monsieur le Président. Il faut espérer. Oui. Bon, écoutez, tant mieux. Pour ceux et celles qui ont envie de retrouver cette émission, vous pouvez la retrouver donc en replay sur la plateforme Aginum Bordeaux Métropole, et puis très bientôt sur YouTube. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Au revoir.